Eh bien, bonjour à tous, ça y est, je suis enfin de retour. Je vous avais promis une petite vidéo avec mon top 1 du mois de décembre 2020. Donc ça y est, on est très en retard, je sais, et d'autant plus que je vous avais dit également que j'allais d'abord faire une vidéo sur Records Mania. Malheureusement, bon, j'ai pris un petit peu de retard parce que j'attendais des éléments et je devrais revenir très très prochainement vers vous afin de vous produire cette nouvelle vidéo qui ne concernera que Records Mania. Alors, celle-ci, donc des vidéos, vous savez, donc c'est le top 1, mon top 1 des loisirs, dans le domaine des livres, des films, tout ce qui est en streaming, etc., des bandes dessinées. Et sans plus tarder, on va commencer avec les séries TV, parce que vous savez très bien que j'affectionne énormément les séries TV, hein, je vous l'ai dit déjà dans les précédentes vidéos. D'ailleurs, à ce propos, sur les précédentes vidéos, vous pouvez toujours y aller pour retrouver des contenus que vous auriez ratés, hein, parce que je sais que nous sommes, enfin vous êtes, pardon, des millions, mais alors vraiment des millions de personnes à ne pas regarder ma vidéo, et donc de ce fait, bon, bah, je trouve ça un peu dommage, hein, vous ratez des choses exceptionnelles, hein, vraiment exceptionnelles. Donc, je vous dis, vous pouvez les revisionner. Si vous voulez m'aider pour le reportage sur Netflix de la série Records Mania que je compte mettre en place dans 2 ans, alors pour une petite histoire, vous revenez sur mes anciennes vidéos qui sont disponibles sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, dont vous pouvez vous abonner. Hein, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche sur YouTube, vous mettez la petite cloche, elle vous avertira dès que je mettrai des nouvelles vidéos sur, enfin en ligne, donc sur YouTube. Hein, voilà, et puis vous n'oubliez pas le petit pouce bleu qui me permettra et également de partager un maximum afin d'avoir un maximum de vues et pouvoir avancer dans mon projet. Allez, tout de suite, on passe directement avec les séries TV. Alors on va commencer avec mon choix numéro 3, ça commence toujours par l'inverse, hein, top 1, top 2, top 3, le numéro 3. Alors, il s'agit de Harper's Island. Harper's Island. Alors, c'est une série qui est sortie en 2009, hein, c'est pas une série tout à fait récente, mais pour autant, elle est vraiment exceptionnelle, hein. C'est une mini-série et à peu près 13, enfin il n'y a pas à peu près, il y a 13 épisodes au total. Donc l'histoire en gros, ben, c'est une petite île qui abrite une ville, là où il y a eu des meurtres des années auparavant. Et parmi les victimes se trouvait la mère de l'actrice principale qui va jouer donc, dans celui-là, qui s'appelle alors Abby Mills, hein. Et alors, bon, après cette tragédie que sa mère décédée, elle est partie habiter à Los Angeles. Donc, mais là, elle est obligée de revenir sur l'île. Pourquoi? Bah, parce que son meilleur ami, hein, qui s'appelait Henry, il va se marier et donc il a convié toute sa famille, tous ses amis à aller sur l'île. Et ce qui va se passer, eh ben, c'est qu'on va retrouver sur l'île des meurtres, hein, à nouveau. Et bah, personne ne se doute de ce qui se trame dans cette île, hein, un gros suspense, hein, et puis au fil des épisodes, eh bien, on perd des personnages, et ça à tel point qu'il ne reste pratiquement plus au fil de ces 13 épisodes. Alors, que dire? Ben, c'est un mélange entre Scream, si vous avez aimé les films Scream, hein, le type avec le masque, Scream, et puis les 10 petits nègres. Alors, je sais, on ne dit plus les 10 petits nègres maintenant à cause des nouvelles lois, hein. On dit qu'ils étaient 10, je crois, donc le fameux roman d'Agatha Christie. Voilà, c'est un super suspense, hein, et en plus la fin, elle va vous bluffer complètement. J'ai trouvé ça super génial. Alors, j'avais pris quelques petites notes pour ne pas être un peu plus pris au dépourvu comme j'ai pu l'être dans les précédentes vidéos. Alors, le scénariste, c'est Jeffrey Bell. Jeffrey Bell, et lui, alors la particularité, c'est qu'il avait travaillé sur X-Files, donc c'est pas non plus rien, hein. Il avait travaillé également sur Angel, sur Alias et sur Marvel, les agents du Shield récemment, je crois. Hein, alors bon, ce qui est bien dans cette série également, hein, série d'horreur, donc vous l'avez compris, alors c'est que chaque titre de chaque épisode, en fait, c'est l'onomatopée et en fait qui est produite par la mort de l'un des personnages dans l'épisode en question. C'est-à-dire que s'il y en a un qui meurt d'une corde, enfin qui se pend, bah, c'est la corde, le titre. S'il y en a un il y a le harpon, il y a le fusil, donc vous comprenez très bien ce qui peut se tramer à chaque fois dans ces épisodes, hein. Donc ça, c'est une super série que je vous recommande, donc malgré qu'elle soit un peu plus vieille, 2009, et je trouve qu'elle est méconnue et elle vaut vraiment le coup d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est disponible en streaming, hein, en tout cas, elle est disponible en vidéo, vous pouvez la trouver facilement un peu partout, il me semble, hein. Mon choix numéro 2, alors encore une fois, vous allez me dire, il s'agit de Monsieur Stephen King, enfin, en tout cas, une histoire de Stephen King que j'avais lu le bouquin l'année dernière, il me semble, The Outsider, hein, donc The Outsider. Alors là, cette série, elle est sortie également, alors là, c'est le support physique, bien sûr, mais c'est sorti également en streaming sur Canal+.
Alors ceux qui ont la chance d'avoir Canal+, vous pouvez également la visionner. The Outsider, donc c'est une mini-série également, donc inspirée du roman de Stephen King. Il y a 10 épisodes uniquement. Alors l'histoire, en fait, c'est un jeune garçon qui est trouvé mort, le corps mutilé, hein, et puis la police, elle suspecte comment dire, Terry. Alors Terry Maitland, l'entraîneur de baseball, qui est vraiment la personne une des plus connues de la ville, hein, et puis en plus elle est respectée de tout, cette personne, mais malheureusement, il y a des vidéos de surveillance qui le montrent en train d'être sur les lieux du crime, hein, mais il y a également une autre caméra de surveillance qui le montre à un tout autre endroit, et le même jour, à la même heure, hein. Donc, alors, a-t-il vraiment commis le meurtre ou pas? Comment ça se fait qu'on le voit à deux endroits différents? Téléportation, voilà, hein. Donc, qui a commis le meurtre? Alors, je ne vais pas spoiler à chaque fois, hein. Je vous dis, je ne vous raconte pas l'histoire, hein. Je vous raconte plus ou moins en gros de quoi ça parle. Je vous la conseille vraiment fortement, hein. Je vous dis, ça part dans le fantastique, horreur fantastique et super suspense. Alors le scénariste cette fois c'est Richard Price. Alors lui c'est un romancier, il avait écrit Clockers. Clockers c'est un film également qui a été produit par Spike Lee, que je n'ai pas vu, hein, mais c'est un gars, donc Richard Price c'est un romancier, un scénariste, un acteur et un producteur de cinéma, hein, et il a fait beaucoup de productions, notamment de Spike Lee. Il avait fait Do the Right Thing, enfin, il y a Ku Klux Klan récemment. C'est aussi un scénariste de La couleur de l'argent de Martin Scorsese. Il a fait des clips également de Michael Jackson, il avait fait Bad, hein, c'est le scénariste aussi de Shaft, hein, avec Samuel L. Jackson, donc c'est quelqu'un de très reconnu, et c'est un film, enfin une série, pardon, très 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 forte, au niveau aussi de l'ambiance, au niveau des couleurs, c'est assez sombre, il y a beaucoup de flou qui reste artistique, parce que le flou, en fait, on le voit arriver dans quasiment tous les épisodes, et c'est une série très bizarre et très spéciale, avec des personnages vraiment remarquables. The Outsider. Et je vous dis, c'est également disponible sur Canal+ en streaming pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de voir également de voir sur le support physique, hein, voilà. Mon numéro 1 des séries TV, alors vous allez dire, c'est pas non plus quelque chose qui va vous surprendre, mais quelque chose qui est récent, non. Il s'agit de l'intégrale de Game of Thrones. Alors en réalité, c'est une série Game of Thrones qui a commencé en 2011 et qui s'est terminée récemment, l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, je ne sais plus, en tout cas, il y a 8 saisons, exactement, 8 saisons, hein. Donc c'est Game of Thrones, le trône de fer. Si vous n'avez jamais vu, alors allez-y, hein. Si vous aimez tout ce qui est un peu fantastique, heroic fantasy, les dragons, les machins, il faut y aller. En fait, l'histoire, en gros, ben, c'est quoi? Il y a 9 familles qui rivalisent pour le contrôle du trône de fer, hein, dans les 7 royaumes de Westeros. Hein, donc c'est un royaume imaginaire, hein, cherchez pas sur la carte, vous n'avez pas trouvé. Alors à cela, il y a des créatures, il y a des géants, je vous ai dit, il y a des dragons, il y a des zombies marcheurs qu'on appelle des zombies marcheurs blancs, etc. C'est vraiment, vraiment top, hein. Donc c'est tiré en fait de bouquins également, qui sont donc réalisés par George R.R. Martin. Alors lui, par contre, dans les livres, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini, donc en réalité, la série TV est terminée, hein. Donc il y a eu, d'ailleurs, je pense, d'après les propos, enfin les ragots, il y a eu un peu une mésentente entre les producteurs de la série, et donc George Martin, parce que bah, forcément, la fin était peut-être pas ce qu'il en attendait, et il aurait préféré qu'on attende un petit peu. Donc là, il l'a retardé, je sais pas pourquoi. C'est toujours pas sorti, sa fin à lui n'est toujours pas sortie. Et bon, on attend avec impatience voir si ça sera différent de la fin de la série TV. En tout cas, franchement, c'est super. Alors, pour vous dire aussi que les producteurs de la série, ce sont des gars qui ont signé un contrat chez Netflix eux aussi, tout comme moi, hein. Donc en fait, il y a Daniel Benioff, donc lui c'est le scénariste du film 3 avec Brad Pitt. Il y a aussi été l'auteur du film Gemini Man, que je n'ai pas encore vu, avec Will Smith, hein. Et donc Daniel Bieroff, c'est Bieroff, je crois, ou Benioff, et D.B. Weiss. Alors lui, c'est l'écrivain du livre Video Games. J'ai pas lu, mais il paraît que c'est super bien. C'est un scénariste de jeux vidéo à la base, et il est en train même de travailler sur une préquelle de Je suis une légende avec Will Smith, qui était un super film que j'avais adoré également. Donc il veut faire aussi un remake de Invasion Los Angeles de John Carpenter. Alors John Carpenter, celui qui a fait Halloween, New York 1997, The Thing et j'en passe, hein. Donc je vous dis, ils ont fait un contrat ces deux-là avec Netflix, donc il devrait y avoir des super programmes qui devraient sortir chez Netflix très prochainement. Ils ont signé un contrat quand même de 200 millions de dollars, ils sont pas très loin de moi, mais bon, voilà quoi, hein. Donc et il faut savoir que sur cette
cette série, c'est la série qui a été le plus téléchargée illégalement dans le monde, hein. Et à vrai dire, tout le monde voulait vraiment savoir ce qui allait se passer dans cette série. Et il y a des super acteurs, une série surprenante également, qui fait un peu penser d'ailleurs à la première dont je vous ai parlé, Harper's Island, où il y a des personnages qui disparaissent au fil des épisodes. Mais c'est une série assez violente, certes, mais ma foi, qui est vraiment très 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 bien. Voilà, donc ça c'était pour les séries que j'ai vues en support physique. Je dis toujours le support physique, c'est super important, hein, donc voilà. Pour autant, j'ai fait également donc un top des séries qui sont en streaming. Donc mon choix numéro 3 se porte sur The Mandalorian. Mandalorian qui se trouve sur Disney+. Alors j'ai vu les saisons 1 et 2 qui sont des petits épisodes. Il y a que 6 ou 7 épisodes à chaque fois. C'est très peu. Alors c'est sorti en 2019 pour la première saison, donc l'année dernière, il y a 2 ans déjà, hein. C'est une super série. Donc c'est sur donc Disney avait racheté les droits de Star Wars. Ils ont voulu sortir plein de choses, notamment une nouvelle trilogie qu'on a pu voir. Mais là, ils vont faire des tas de séries TV. Je pense qu'ils devraient développer plein de projets. Et celle-là est excellente. C'est sur le Mandalorien. Bon, l'histoire, ça se déroule à peu près 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force, hein. Donc ça raconte les aventures d'un mercenaire mandalorien, hein. Donc sur la saison 1, ben, le Mandalorien est payé pour retrouver en fait ramener un bébé qui a 50 ans. Un bébé de 50 ans, ça le fait pas. Ça se fait dans l'univers Star Wars. Et en fait, c'est comme Yoda. Vous vous souvenez de Yoda, le petit personnage vert de Star Wars? En fait, c'est un bébé Yoda. Donc on en a beaucoup parlé, je pense, partout. Donc vous n'avez pas dû y échapper. Et ce bébé Yoda a déjà des pouvoirs de la Force, hein. Donc, mais le Mandalorien, en fait, lui, il veut pas revendre le bébé Yoda. Il décide de le conserver et de vouloir le remettre en fait à sa famille, ni plus ni moins, ou à son peuple, hein. Et dans la deuxième saison, et d'ailleurs, il y a aussi le renfort de Boba Fett, hein, qui est un des personnages aussi, un personnage connu de l'univers Star Wars. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont même développer aussi une série autour de ce personnage-là. Donc, je vous conseille The Mandalorian de l'univers Star Wars sur Disney+. Alors, je sais, il faut avoir Disney, hein, mais je sais qu'il y a une super offre Canal+ avec Disney et avec Netflix. Allez-y si vous hésitez, c'est pas très cher et ça vaut super le coup. Il y a énormément de programmes à regarder. Voilà, mon choix numéro 2 concernant les séries TV streaming, c'est Mindhunter saison 1 et 2. C'est sur Netflix, c'est sorti en 2017, donc il y a bien 2 saisons. L'histoire, en fait, c'est en 1977, il y a le FBI qui enrôle une personne, donc Holden Ford et Bill Tench, enfin 2 personnes ils vont s'entretenir avec plusieurs tueurs en série qui ont été incarcérés, et ils vont ensemble, et avec l'aide d'une psychiatre Wendy Carr, alors elle avait joué d'ailleurs Wendy Carr, enfin ce personnage-là avait joué c'est en fait Anne Torv qui avait joué dans Fringe, et j'avais vraiment bien aimé son rôle dans Fringe. Donc là également elle a un super rôle dans Mindhunter. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de cerner les personnalités de ces tueurs en série, hein, afin d'acquérir des connaissances qui seront nécessaires à la résolution d'affaires criminelles. Alors il y a que 2 saisons, et je trouve ça super dommage parce que on pourrait évoluer sur plein de choses. C'est une production de David Fincher, donc c'est pas n'importe qui. David Fincher, il a fait Alien 3, il a fait Seven, il a fait The Games, Fight Club, il a fait plein de films, il a fait la série House of Cards, il a fait des clips de Madonna, de Michael Jackson, de George Michael, il a fait des tas de clips de plein de monde. Il a fait cette production de Mindhunter en collaboration avec l'actrice Charlize Theron, hein, celle qui a joué dans Mad Max Fury Road, je sais pas si vous avez pu voir, elle avait joué dans La Société du Diable, également Fast and Furious 8, Charlize Theron. Donc ces deux-là, en fait, ont fait une super série, mais malgré tout, il me semblerait que la saison 3 ne va pas sortir, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'intérêt auprès des personnes qui regardaient sur Netflix, et c'est super dommage. Je vous dis, c'est une série géniale, hein, il faut que vous la voyez, c'est vraiment top, et essayez de mettre aussi des pouces, comme quoi vous aimez bien, peut-être que ça les fera arriver à croître plusieurs saisons, ça mériterait franchement une suite, hein. Voilà, donc ça c'était mon choix numéro 2, et sur mon choix numéro 1, alors à chaque fois j'enlève le petit papier, hein, vous avez bien vu que je pourrais pris quelques petites notes, je voudrais être vraiment au top pour pouvoir vous appâter à vouloir lire, regarder tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Mon numéro 1, alors ça c'est pas très... ceux qui me connaissent, ils vont dire que c'est encore une fois pas très original. Je vous le montre
Alors, si vous ne connaissez pas, c'est un personnage de The Walking Dead. Il s'agit de Negan, c'est un grand méchant. Alors bon, pourquoi j'ai choisi les méchants? On va croire, je vais reculer encore un petit peu comme la fois dernière. Voilà. Negan, voilà. La série The Walking Dead, j'adore. Je n'ai pas les supports physiques malheureusement, mais bon, il me tarde. Je pense que j'essaierai de l'avoir une fois que ce sera clôturé définitivement. Ils en sont à la saison 10. Alors je sais que c'est une série qui a été la plus regardée au tout départ, et puis au fil des saisons, elle perd de l'audience. Bon, elle fait encore une super audience, mais elle perd de l'audience d'ailleurs à tel point qu'on pense que la saison 11 sera la dernière. Hein. Donc oui, il y a eu beaucoup de personnages qui l'ont quitté. Alors c'est en fait, toujours le monde des zombies. Hein. En fait, ce qui se passe dans le monde des zombies, les zombies sont présents, les gens essayent de survivre, hein, et donc doivent se battre même entre eux pour pouvoir continuer à vivre dans le monde actuel. Hein. Oh, attendez, on m'appelle. Ne quittez pas un instant. Donc, The Walking Dead, donc saison 10, hein, c'est une saison de 22 épisodes. Donc, bah, cette dernière 10e saison, c'est toujours inspiré de la bande dessinée de Robert Kirkman. Hein. Ça suit toujours les aventures de Daryl. Maintenant, il ne reste plus que Daryl, Michonne, Carole Pelletier et les autres. Hein. Mais bon, je veux dire, donc après ce phénomène donc, que je vous expliquais, donc le virus mortel qui transforme les gens en zombies, donc ils essayent tant bien que mal de survivre. Avec les survivants, donc en fait, ben, après la fin de l'hiver, toutes les communautés unies essayent de trouver un système de pouvoir vivre correctement tous ensemble. Hein. Ça fait donc qu'ils ont plusieurs patelins différents et ils échangent des marchandises, mais tout en bonne convivialité. Seulement, ben, qu'est-ce qui va arriver? Des nouveaux méchants, ce sera cette fois les chuchoteurs. Donc là, bon, bah, je ne vais pas trop vous spoiler sur cette saison 10, mais en tout cas, il y a une bataille qui va paraître forcément inévitable. Là, ce sont des chuchoteurs, des gens qui se mêlent avec des masques de zombies, se mêlent aux vrais zombies, et en fait, ça leur permet justement je dirais de tuer en fait les bons, et de se faire passer inaperçu, quoi, tout simplement. Hein. Donc, les showrunners, cette fois, c'est Angela Kang, qui avait déjà travaillé, bien sûr, depuis le départ, mais pas en tant que showrunner. Showrunner, c'est-à-dire que la principale réalisatrice. Hein, elle remplace Scott M. Gimple, qui a fait d'ailleurs une BD avec Kirkman récemment qui s'appelle Die Die Die. On en reviendra là-dessus. Donc, c'est elle qui le remplace, donc Scott Gimple, depuis la 9e saison. Hein. Alors, le 16e épisode qui clôture habituellement la saison, il n'y a pas pu être clôturé en temps en or à cause du Covid. Donc il a fallu attendre un certain temps avant de pouvoir le voir. Donc ça y est, c'est chose faite maintenant sur Canal+. On peut le voir sur Canal+. Moi, je le vois sur Canal+, mais c'est sur Orange OCS qu'on peut voir cette série. Hein. Sur Netflix, ils en sont arrêtés à la saison 9. Donc pour le moment, si vous voulez voir cette saison 10, ça n'est qu'en passant par OCS. Oui, donc le 16e épisode, ça y est, c'est terminé, mais ça ne se termine pas. En réalité, cette saison, donc, comme je vous disais tout à l'heure, pardon, il y aura 22 épisodes. Hein. Donc il va y avoir 6 épisodes de plus qui vont être tournés, donc ce qui fait ça va reporter la saison 11 qui, comme je vous le disais, semble être la dernière, donc ça va la reporter dans le temps, hein, et on espère que ben, avec ce Covid, on va pouvoir quand même très vite retrouver nos séries préférées, et retrouver un rythme normal, hein, avec d'autres aventures sur d'autres séries. Hein, voilà, donc la deuxième saison, ça sera malheureusement, je pense, la dernière. Hein. Il y avait Rick Grimes qui avait décidé d'arrêter sur la série, c'était l'acteur principal. Pour autant, il n'était pas mort, hein, il était parti, on le voyait partir avec un hélicoptère, blessé fortement certes, mais on juge qu'il n'était pas mort. Alors il était prévu qu'il y ait plusieurs films sur uniquement Rick Grimes. Je ne sais pas si ça va se faire encore. On verra. Là, on a des informations au fur et à mesure. Donc, j'essaierai de vous tenir avisé parce que j'adore cette série Walking Dead. On avait regardé aussi The Fear the Walking Dead ensemble. Enfin, ensemble. J'avais regardé et je vous en avais parlé, bien sûr. Et donc, je vous propose la série phare, hein, Walking Dead. Hein. Et je sais qu'il y a d'autres séries dérivées que je n'ai pas vues pour le moment qui sont un peu plus critiquées sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut et j'avoue que là, il faudra que vous ayez à la pêche aux informations vous-même pour le moment, si vous voulez aller vite aux informations. Alors, sur les bandes dessinées, mon numéro 3 se porte sur une série qui s'appelle Jour J, une série qui a commencé en 2010 et qui est toujours en cours. Hein. Jour J,
Alors, c'est pas le numéro 1 celui-ci. Le numéro 1, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là. Voilà. Le numéro 1. Alors, il y a 43 volumes, hein. C'est une série qui est très 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 grande. J'en ai eu que 3 à la médiathèque pour le moment. J'ai trouvé ça vraiment... L'idée est chouette. J'avais déjà pris une première fois et j'avais pas trop accroché, je sais pas pourquoi. Donc je me suis permis de reprendre la série, essayer de me rattacher et en fait j'étais passé à côté. Franchement c'est top également. Donc je vous disais, donc il y a 43 volumes. Le dernier ça s'appelle Le Grand Secret, partie 2, donc sur 3. Donc ça veut dire qu'il y aura encore Le Secret partie 3 et ça devrait sortir en janvier 2021 pour le deuxième volume. Donc l'histoire en fait, alors sur celui-ci, hein, l'histoire le 18 septembre 1969. Hein, les soviétiques sont les premiers à se poser sur la Lune. Alors contrairement à l'histoire réelle, c'était les Américains, là ce sont les Russes. Alors qu'est-ce que ça va changer? Eh ben, le président Nixon, lui, donne carte blanche à la NASA pour que l'Amérique devienne la première nation à établir une base lunaire permanente. Hein, et donc il se passe 10 ans en fait, et la tension elle monte entre les États-Unis et la Russie, et la Lune se prépare à devenir le théâtre inédit d'un nouvel épisode de la guerre froide. Alors, vous l'avez compris, en fait, c'est une série qui va reprendre en fait des éléments marquants de notre histoire et on va changer en fait. Qu'est-ce qui se serait passé si effectivement c'était les Soviétiques qui étaient en premier sur la Lune, hein, quels sont comment ça se serait déroulé en fait l'histoire, hein. Donc c'est assez original, il faut l'avouer, hein. Ça permet de se dire tiens, ben, il y aurait eu d'autres choix, d'autres choses qui se seront passées. Bien sûr, toujours dans l'imaginaire des producteurs. Alors les scénarios, c'est Fred Blanchard, celui qui a fait Spirou et Fantasia, Star Wars aussi, le cycle de Thrawn chez Dark Horse, pardon. Hein, il a fait pas mal de choses. Il y a aussi Jean-Pierre Pecot avec l'Arcane Major, ça c'est très bon également, l'Arcane Major. Jeremiah Johnson, c'est une vieille série que je lisais encore dans le journal de Tintin quand j'étais petit. Moby Dick, c'est récent. Wonder Boy, c'est aussi une histoire de tueur, j'avais vu également qui était pas mal. Et enfin, il y a Fred Duval qui lui a fait Septembre, qu'est-ce qu'il a fait? Tanguy et la Verdure, 13 Mystery, la série 13, les chiffres romains, ça aussi c'est super chouette. Et par contre, les dessinateurs, ça change à chaque fois. Donc les scénaristes restent les mêmes, il me semble, sur les 43 volumes. Hein, alors celui-là, c'est sur la Lune. Celui-ci, Paris, secteur soviétique. Hein, voilà. Donc ça veut dire que si Paris était tombé en 1940, enfin pendant la guerre 39-45, si c'était les Allemands qui avaient gagné, hein, on en serait à l'heure actuelle. Et ici, c'est Septembre Rouge, c'est la première partie, j'ai pas eu donc encore la deuxième partie. Là, c'est plutôt dans les années 14-18, la guerre 14-18. Enfin, franchement, c'est vraiment bien. Là, je vous conseille vous pouvez y aller également. C'est une série qui m'a l'air assez. On parle de Jésus, on parle de Napoléon, on parle des Kennedy, on parle de Charlemagne, etc., etc. Donc, franchement, je crois que ça va être une série qui va vraiment me plaire. En tout cas, sur ces premiers volumes, franchement, ça m'a plu et je pense que si vous aimez un peu justement je dirais, ce genre d'aventure-là, ça va vous plaire forcément. Mon choix numéro 2 des bandes dessinées. Alors, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup de bandes dessinées, à vrai dire, sur le mois de décembre. J'ai commencé par contre d'autres BD sur le mois de janvier, depuis le début du mois de janvier. Alors, Wayne Sheldon, c'est en fait... alors, il y a 17 tomes en cours. L'histoire, Wayne Sheldon, c'est un vétéran du Vietnam, hein, il y a la cinquantaine. Ça, c'est le premier volume qui s'appelle La Mission. Hein, alors, Wayne Shelton, donc il s'est recyclé dans les petits boulots spécialisés dans les missions délicates. Hein, il vend très cher ses services. Hein, donc, il recrute un peu partout dans le monde quelques fidèles copains. Hein, c'est un peu comme dans Mission Impossible, quoi. Vous voyez, on recrute des gens qui ont des spécialités. Et on a une mission principale pour laquelle on est fort rémunéré. Alors les scénarios, il y a Jean-Claude Van Damme et Thierry Kaito. Jean-Claude Van Damme, c'est Torgal, c'est forcément 13, je vous en ai parlé, hein. Les dessins d'ailleurs se ressemblent au niveau, c'est Christian Deneyer qui fait les dessins, mais pour autant on a ce sentiment de retrouver un peu le graphisme des personnages de 13. Donc Jean Van Damme il avait également fait Largo Winch, hein, qui avait également eu avec Sisley qui avait fait donc l'acteur français sur les films. Donc ça c'est vraiment top, hein. Donc Wayne Shelton, j'en ai lu 3 pour l'instant. Donc le 2, la trahison, 3, le contrat, voilà.
hein, et ça, je vous le conseille également, hein. Franchement, c'est une bonne série, je pense qu'il y a moyen de faire. Si vous aimez Mission Impossible, c'est une bonne série. Alors, mon choix numéro un, c'est Preacher. Preacher de 1995 aux années 2000. Preacher, alors par contre, il y a beaucoup de volumes, hein. Je vais vous montrer le volume 1. Preacher. Alors, ça a été fait par Garth Ennis et Steve Dillon. Excusez-moi, c'est vraiment top. Alors en fait, il s'agit de l'histoire, c'est Jesse qui devient malgré lui, en fait, il devient révérend d'une petite bourgade du Texas, et à la suite d'une fusion de son esprit avec une entité qui est nommée Genesis, il se manifeste chez lui un pouvoir, c'est de se faire obéir de quiconque lorsqu'il parle, lorsqu'il a envie de... Il change sa voix et il donne des ordres, et puis les gens sont obligés de faire ce qu'il dit, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, à ce propos, on appelle cela la voix de Dieu. Alors, sa rencontre avec Tulip, alors je pense qu'on doit la voir dans les autres épisodes, Tulip, la voici. Hein, donc il rencontre Tulip, c'est en fait une ex à lui qui elle est devenue agent secret, enfin pas agent secret mais tueur à gages, hein, elle aussi elle vend un peu ses services, hein, donc ils se retrouvent et puis il retrouve également un troisième comparse, alors j'espère que c'est lui, oui, effectivement, sur le troisième volume on voit sa tête. En réalité ces personnages là on les voit déjà dès le volume 1, hein, c'est pas à chaque épisode parle d'un des personnages, non, non. Hein, Preacher, donc ce saison 3 là c'est Cassidy, c'est un vampire lui, alors, vous voyez, donc on part dans le domaine aussi du fantastique. Lui, c'est un vampire, donc un révérend, une tueuse à gages, un vampire, hein, donc vous imaginez un peu le cocktail, c'est un cocktail super détonnant, donc il y a également, là ce sont les intégrales, parce qu'il y avait énormément de volumes, hein, et puis il y a des personnages secondaires qui sont extraordinaires, là on va les voir, hein, alors lui c'est le saint des saints, c'est un tueur à gages aussi, il est immortel, hein, donc je vous dis pas, la tension entre celui-ci, alors oui, lui, alors je ne me souviens plus comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, bon tant pis. Mais lui également dans les services secrets, une belle ordure. Hein, et alors là oui, alors lui il s'appelle Tronche de cul. Tronche de cul, alors je sais ça va faire, ça fait sourire, ça fait rire. En fait ce gars-là il a vraiment pas eu de bol. Mais bon, il va vivre des aventures avec le révérend, etc. Et ça c'est une super série en BD, les graphismes sont extraordinaires. Alors bien sûr pour adultes avertis, hein, c'est pas de mettre dans les mains de tout le monde, hein, mais c'est super top, très original. D'ailleurs, il y a eu une série, enfin, ils voulaient à tout prix sortir une série TV. Il y a une série TV où on les retrouve, Preacher, saison 1, Preacher, saison 2. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Il y a 4 saisons pour l'instant au total. Alors, est-ce que c'est 4 saisons définitives? Ça, je ne sais pas. On en reparlera peut-être prochainement. Alors, on retrouve le révérend, le vampire, et là, bon, elle n'est pas blonde, elle est noire. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Elle a quand même le rôle de la tueuse à gages. C'est une série aussi pas mal, hein. Vous pouvez retrouver ça, je pense, sur les réseaux sociaux, n'importe quoi, sur les streamings, tout ça, vous allez retrouver ça facilement. C'est une super BD, Preacher, et voilà, à voir, à voir, à voir. Enfin, à lire d'abord, hein. Sur les CD compacts, alors vous allez dire un truc complètement rien à voir avec ce que j'écoute habituellement. En plus, je disais lors de mes précédentes vidéos que j'aimais pas les artistes français et je parlerai pratiquement que de ça. Grâce à la médiathèque, bien sûr, ma médiathèque de Beuvry, les mots passants, parce que franchement, ils m'apportent des super plans, hein, des choses que j'écouterais pas forcément, hein, on a des super conseils. Alors ici, il s'agit de mon choix numéro 3, il s'agit de Cyril Mokayesh, avec l'album Paris-Beyrouth. Donc c'est un Français qui est né en 1985, hein, il a commencé sa carrière en 2006, c'est assez récent, c'est sur le label AZ, le CD. Alors ce mec-là, c'est un champion de France junior de tennis, hein. Donc à 18 ans, il a été champion de France de tennis, c'est quand même incroyable, hein. Et il a été donc tout d'abord chanteur du groupe Makayesh, et puis ensuite, donc en 2017, il a décidé de faire une carrière solo, enfin non, c'est plutôt en 2010 qui a décidé de faire une carrière solo, et c'est un super album, hein, donc ça c'est son dernier album, hein. C'est plutôt alors électro-occidental, ça veut tout dire, électro-occidental, pardon, chanté en français, des intonations, des sons superbes, hein, et franchement, je vous le conseille, hein. Cyril Mokayesh, hein, voilà, c'était sorti en 2020, donc c'est assez récent. Je vous le conseille. Ça, c'était mon choix numéro 3. Dans mon choix numéro 2, alors, il s'agit d'un groupe français encore.
Le voici, c'est Electro Deluxe, hein, donc c'est un groupe français qui est plutôt genre soul, funk, électro jazz. Ça a été créé en fin 2001. Hein, il y a eu une victoire du jazz en 2017, donc c'est pas rien. Hein. D'ailleurs, il y a un nouvel album, c'est pas le dernier album celui-ci, hein, celui-là est sorti en 2016, mais il y a un dernier album qui s'appelle Apollo, qui doit être sorti en octobre 2020. Ça, je vais essayer de l'écouter. Disco funk, c'est super bon également, des cuivres, des sons incroyables en soul funk, je vous conseille. Electro Deluxe, Karim, si tu regardes cette vidéo, Electro Deluxe, tu peux écouter, c'est top. Autre chanteur funk, autre chanteur soul, je classe toujours en numéro 2, hein, ils sont 3 en numéro 2, Cody Chestnut. C'est un chanteur américain de R&B, donc lui est né en 68, donc il y a 2 ans de moins que moi, le bourg, tant mieux pour lui. C'est plutôt une référence à All Green, ceux qui connaissent. Il y a eu 5 albums au total. Alors franchement, j'ai surtout bien aimé. Alors ce premier album-là, cet album-là, il est sorti, je sais plus en quelle année, en 2012. Celui-là, il était pas mal aussi, 2017, mais j'ai préféré celui-là, 2012. Franchement, je vous conseille. Oui, Fred, on va se voir bientôt, Fred. Cody Chestnut, ça je vous conseille, génial. Numéro 1 des numéro 2, un autre groupe funk français, Maltin Milk. Voilà, Maltin Milk, c'est un groupe qui a été formé en 1998, pendant que la France était championne de foot. Hein, c'est toujours pareil, soul, disco, funk, soul, blues. Alors, c'est un groupe qui est originaire de Nantes. Eux, ils ont fait des tournées de bars, etc. Ils ont fait 8 albums. Ça aussi, c'est super bon. Karim, hein, Malted Milk, ça c'est très bon. Hein. Mon choix numéro 2, c'est plutôt soul, disco, funk. Alors mon choix numéro 1, bah, j'ai pas le choix, il y a ma femme qui est derrière, donc elle va regarder la vidéo. Donc si je mets pas ses CD à elle en numéro 1, je vais me faire incendier. Donc le choix numéro 1, alors il y a le Mylène Farmer Best of, hein, le Mylène Farmer, alors ça s'appelle Histoire 2. Alors avec la nouveauté, il y a donc L'âme dans l'eau, c'est un nouveau titre, hein, qui ne figure sur aucun album forcément, que dans ce Best of. Donc c'est des 3 CD, pardon, CD1 des lives, CD2 des chansons studio, et CD3 c'est des chansons studio également, mais avec l'âme dans l'eau, donc la nouveauté. Hein. C'est son 3e best-of dans sa carrière, Mylène Farmer. Après, il y avait Les Mots en 2001, il y a eu aussi un best-of 2001-2011. Voilà, en tout cas, je vous conseille fortement, si vous aimez bien Mylène Farmer, et si vous aimez pas, regardez les concerts. Hein. Les concerts Mylène Farmer, c'est vraiment génial. Mon choix numéro 1, également, en égalité, c'est bien sûr Indochine. J'ai pas le choix, j'ai bientôt le pistolet sur la tempe. Non, je rigole, en fait, c'est un très bon best-of. C'est le 2e best-of donc, qui était prévu. Hein. Le premier, je vous en ai parlé la fois dernière. Donc celui-là, c'est les premières années de 81 à 2001. Hein. Donc single collection, donc le premier volet, ouais, c'était vendu à 110 000 exemplaires, hein, donc franchement c'est déjà pas mal. Hein, donc il a été disque d'or au bout de 3 semaines, il a été disque de platine au bout de 2 mois. Donc lui, ce second volet-là, lui, il comporte lui aussi un inédit, c'est Troisième sexe avec Christine and the Queens. Je vous disais la fois dernière, j'ai pas trop accroché, mais bon, il est dedans. Alors vous avez toujours des petits best-of. Franchement, c'est top. Donc le Troisième sexe, c'est celui-là à la pochette du single. Hein, et puis voilà. Et puis donc le triple CD comme toujours. Voilà. Hein. Indochine, mon choix numéro 1. Oui, ma chérie, je sais, c'est mon choix numéro 1. J'ai pas menti, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, c'est dit. Alors, on va vite passer aux films maintenant. Les films, alors pas les films en streaming, les films normaux. Hein, c'est génial en fait. J'ai un nouveau téléphone. Hein, grâce à Dieu, parce que l'autre était vraiment tout pourri. Et celui-là, depuis, vous avez vu, ça va me couper sans arrêt. Mais comme j'ai pas envie de refaire les vidéos comme je vous l'ai dit, et ma grille d'amour est arrivée à l'entrepôt. Sachez-le. Hein, ma petite femme est arrivée à l'entrepôt après son marché. Elle vient d'arriver à l'entrepôt. C'est super. Oui, ma chérie. En plus, il neige à fond. Hein. Je sais pas, aujourd'hui, nous sommes samedi. Il neige à fond. Je sais pas comment elle va rentrer. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de faire la vidéo. Je sais que j'ai un peu plus le temps devant moi. Voilà. Alors, sur les films, mon choix numéro 3, c'est
Zodiac, alors ça vous pouvez le voir aussi en streaming hein, sur les plateformes, je pense Netflix. Hein, mais là c'est mon choix numéro 3, c'est sorti en 2007, c'est encore David Fincher qui avait fait The Outsiders, je vous ai parlé dans la série tout à l'heure. Zodiac c'est un tueur en série en fait, hein, une histoire vraie, hein, c'est tiré d'une histoire vraie, donc insaisissable forcément puisqu'ils n'ont jamais su qui il était réellement. Hein, donc c'était dans les années 60 il me semble, ça se passait à San Francisco aux États-Unis. Hein, c'est à peu près enfin c'est pas à peu près, c'est le Jack l'Éventreur, je dirais, des États-Unis hein, par rapport aux Anglais. Alors, c'était un prodige en messages codés. Il envoyait sans arrêt à la presse, aux flics, des messages codés. Et en fait, il y a même des messages qui ont été décodés récemment, pour vous dire que ça prend encore une ampleur. Donc, on n'a jamais su qui c'était. Hein. Donc, en fait, l'histoire, bah oui, c'est en fait. Donc, ce mec-là, c'est nargué forcément tout le monde, hein, la presse, la police. Et c'est Robert Graysmith, c'est un dessinateur de presse qui se lance corps et âme dans cette aventure. En fait, il veut savoir qui est l'assassin. Hein, on n'a jamais su, mais il y a une piste à la fin qui révèle quand même. On pense savoir qui c'est. Mais bon, je vous laisse découvrir dans le film. Hein, on va pas non plus tout raconter, c'est pas le but. Hein. Un petit papier, hein, ça permet de ne pas se tromper, de ne pas trop dire de conneries. Voilà, j'espère, en tout cas. Mon choix numéro 2 en film. Le cas Richard Jewell. Alors, ça a été produit par Clint Eastwood. Mais qu'est-ce qui est pas bon chez Clint Eastwood? Sincèrement, Clint Eastwood, je vous ai parlé de la trilogie de dollars en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur, il a fait des films, enfin, à mon sens, qui sont vraiment top. Hein, alors ça, c'est un film qui s'inspire d'une histoire vraie, de l'histoire donc de Richard Jewell. Hein, c'était un agent de sécurité pendant les Jeux Olympiques de l'été 96. Hein, donc en fait, il a été le héros en 96 parce il y a une bombe qui a explosé certes, mais il a réussi à sauver plein de gens en prévenant les gens à l'avance. Hein, donc au départ c'est un héros, et puis d'un seul coup il a été suspecté. Hein, ils se sont acharnés sur lui en étant persuadés que c'était lui l'auteur des attentats. Hein, et en réalité, je vous dis pas, mais ça n'était pas lui. Hein. C'est un film qui m'a vraiment attristé et je suis toujours contre l'injustice. Enfin, ça a toujours été enfin pas mon credo, mais je veux dire, je déteste l'injustice, et là, franchement, c'est pour ça aussi que ce film m'a plu énormément. Hein, c'est un film que je vous conseille, et qui fait un peu penser. Enfin, oui, ça a été comment dire, ça a été aussi produit par Leonardo DiCaprio, qui devait jouer d'ailleurs un rôle dedans, et finalement, il a fait pour un autre. D'ailleurs, ce film a valu un Oscar, je dirais, pour le gars qui a fait Richard Jewell, c'était vraiment top. Hein, et en plus, le vrai Richard Jewell est mort à 44 ans, donc il est mort en 2007. Hein, mais bon, ça rétablit son honneur, comme disait Clint Eastwood, et je trouve ça super important de nos jours d'essayer de remettre la vérité dans le contexte. Voilà. Mon choix numéro 1 des films. Alors c'est encore un film triste. Hein, il n'y a pas eu beaucoup de films d'horreur finalement cette fois. Hein, ben non, c'est plutôt un film triste. Alors Wonder avec des acteurs fabuleux. Vous avez donc bon, l'histoire en gros, c'est un petit gars qui s'appelle August Hillman, hein, qui est né avec une malformation du visage. Hein, et puis il entre alors il est en CM2 et puis il va rentrer au collège. Hein, donc à l'école pour la première fois. Donc forcément, alors c'est un petit gars qui se balade avec un casque. Pourquoi? Parce que ben, comme il a une malformation, il n'a pas envie qu'on voit à quoi il ressemble. Et il se trouve qu'il va devoir affronter en fait le monde réel, puisque maintenant il va devoir aller à l'école et voilà. Alors, vous imaginez bien les moqueries qu'il peut y avoir, les sentiments qu'il peut y avoir. C'est un très beau film, très émouvant également, et avec une bonne fin. Donc, toujours pareil, l'injustice, j'aime pas, mais là, il y a une super fin. Donc, il y a Julia Roberts et Owen Wilson. Ils sont extraordinaires, et franchement, ce petit gars, top. Wonder, hein, c'est un film qui est sorti en 2017. Hein, je classe ça au niveau des drames, mais bon, je trouve que ça a une fin aussi joyeuse, donc voilà. Hein, ah oui, ça a été réalisé par Stephen Chbosky, c'était le scénariste de Jericho, qui était une série TV sur un peu apocalyptique avec une bombe nucléaire, tout ça, qui était sorti en 2006-2008, et il a également fait La Belle et la Bête de Bill Condon. Il a travaillé en 2007 donc, pour Disney, hein, La Belle et la Bête avec Emma Watson, hein, le film, pas le dessin animé. Bon, allez-y, Wonder, je vous conseille fortement, c'est vraiment top. Et enfin, ah oui, les films en streaming. Alors les films en streaming, mon choix numéro 3, c'est The Irishman. The Irishman, produit par Martin Scorsese en 2019. C'est un film qui est sorti uniquement sur Netflix parce qu'il faisait 3h30 et qu'il ne voulait pas le passer au cinéma.
C'est vraiment génial. Allez-y, The Irishman. Alors, on retrouve des acteurs fabuleux. Robert De Niro, qui a fait Taxi Driver, il a fait Joker. Alors, lui, c'est l'acteur principal qui s'appelle dans le film Frank Sheeran. C'est un ancien soldat de la Deuxième Guerre mondiale qui est devenu escroc et tueur à gages, hein. Et avec lui, bah, on découvre en fait le monde du crime organisé de l'Amérique de l'après-guerre. En fait, hein. Le film relate surtout la disparition du légendaire dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Alors, Jimmy Hoffa, qui lui et donc Al Pacino, enfin l'acteur Al Pacino qui prend ce rôle de Jimmy Hoffa. Alors ça reste l'un des mystères les plus, un des mystères de l'histoire des USA en fait, hein. C'est un film qui a eu 159 millions, pardon, milliards, c'est un peu, hein, 159 millions de dollars de budget, c'est énorme, hein. Il y a aussi comme acteur Joe Pesci que j'adore aussi, qui joue dedans. Alors il s'agit d'une adaptation d'un livre que j'ai pas vu qui s'appelle I Heard You Penthouses. Voilà, donc je vous ai dit, le réalisateur c'est Martin Scorsese. Il y avait aussi New York, New York, Raging Bull, Les Affranchis, Les Nerfs à Vif, Casino, Shutter Island, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, c'est vraiment un des maîtres, donc je vous conseille fortement, hein. Il y a aussi producteur Malavita avec Luc Besson, donc j'ai pas vu ce film-là d'ailleurs de Luc Besson, mais bon, c'est quand même, il a travaillé avec les Français. Le Bonhomme de Neige aussi de John Esbo, qui est une série de bouquins, mais cet épisode de Bonhomme de Neige est sorti sur Netflix en film, et je vous le conseille aussi, hein, avec Charlotte Gainsbourg dedans. Donc voilà, hein. Donc mon choix numéro 3, The Irishman de Martin Scorsese sur Netflix. Mon choix numéro 2, c'est Une époque formidable. En 1991, donc ça date pas d'aujourd'hui, c'est en streaming sur Ciné Plus, il me semble. Je suis pas certain, mais bon, il me semble, hein. Alors, c'est un film réalisé et joué par Gérard Jugnot. C'est top, franchement, c'est un superbe film, il faut que vous y allez, hein. En fait, Gérard Jugnot joue le rôle de Michel Berthier, c'est un cadre depuis 10 ans et il vient d'être licencié, hein. Il peut pas se résoudre à l'annoncer à sa femme, enfin à sa compagne, hein. C'est pas sa femme qui est jouée par Victoria Abril. Et après plusieurs mois, ben, il craque, hein. Il se dispute et puis il se retrouve tout seul, il se retrouve à la rue. Il se retrouve à la rue et ben, en quelques heures, il se fait voler sa voiture, il se fait voler toutes ses affaires, hein. Et puis il atterrit dans le métro et il rencontre drôle de personnage, en l'occurrence Richard Boringer, qui fait un rôle extraordinaire également, hein, qui s'appelle Toubib dans le film. Et bon, il faut savoir que c'est un film triste également, mais avec une bonne morale, quoi, hein. Donc ça, je vous le conseille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce film? César du meilleur acteur pour Junio en 92, hein. Donc une époque formidable. Allez-y, hein. Et aussi pour ah oui, l'acteur qui avait fait Crayon, meilleur second rôle, Tiki Olgado, ça aussi un très bon rôle pour lui, franchement, allez-y. Donc une époque formidable. Et mon choix numéro 1, c'est sur Disney+, c'est un dessin animé, et oui, bizarrement, et ça s'appelle Soul, hein. Ça vient de sortir en 2020, alors j'espère que c'est pas moi qui vous saoule avec toutes mes vidéos, mais bon, c'est produit par Pixar, hein, Toy Story, etc. L'histoire, ben, c'est Joe Gardner, qui est un prof de musique, hein, prof de musique au collège, qui rêve de faire carrière dans la musique et de jouer sur scène. Alors la chance lui sourit, au moment où il va pouvoir enfin travailler sur scène, et bien il meurt. Il y a un accident stupide, il meurt, et en fait, il y a la séparation de son âme et de son corps, et donc son âme se transporte dans un centre dans lequel on appelle les âmes. Les âmes se développent et gagnent des passions avant d'être transportées dans un enfant nouveau-né, en fait, hein. Ils se forment et puis ils vont atterrir dans un nouveau-né et donc revivre, hein. Donc lui, ben, il veut absolument pas mourir puisqu'il avait enfin trouvé le job de sa vie, donc il va à tout prix revenir et il doit s'occuper d'une âme qui s'appelle la numéro 22, hein, qui a une vision sombre et qui est ingérable, et c'est lui qui va devoir s'en occuper, et à partir de là, il va se naître une histoire incroyable. Ça, je vous laisse deviner, et je laisse surtout découvrir Soul sur Disney. La voix française, c'est Omar Sy, j'adore Omar Sy, donc allez-y, Soul, Disney+, c'est une superbe histoire de Pixar, hein. Allez, on finit par les livres. Les livres. Le seul livre que j'ai lu ce mois, c'est Maxime Chatham avec La promesse des ténèbres. Alors, c'est le seul livre, mais je vais parler quand même de top 3. Ça restera mon top 3. Bon, c'était pas mal, hein, c'est chez Albin Michel. Alors, ça se déroule à New York. Il y a Brady O'Donnell, c'est un journaliste photographe qui rencontre une femme qui va changer sa vie. C'est une starlette
de film X qu'il veut interviewer, il se passe des drôles de trucs, et puis elle se suicide. Au moment où il interviewe, elle se suicide. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit aller voir les flics en expliquant, ou alors est-ce qu'il va être suspecté? D'autant plus que sa femme, c'est une flic, et comme par hasard, c'est elle qui va être sur l'enquête également. Et donc à partir de là, il lui cache, il veut découvrir pourquoi elle s'est suicidée, et il veut remonter. Alors il va dans les bas-fonds, parce que ça se passe aux États-Unis, il va dans les bas-fonds de New York, hein, dans les entrailles de New York, avec tous des personnages bizarres. Voilà, je vous en raconte pas plus, hein, je vous laisse découvrir. C'est une préquelle en fait, c'est une préquelle mais qui peut se lire complètement à part, une préquelle de la trilogie du mal. Ça c'est un bouquin que j'avais adoré. La trilogie du mal, ce sont 3 livres qui se suivent avec le même personnage. D'ailleurs, dans celui-là, la femme, donc, la femme du personnage principal, qui s'appelle Annabelle, elle joue dans la trilogie du mal, dans la partie de la trilogie du mal. Je l'ai même montré là pour vous montrer un peu ce que c'est. Hein, voilà, la trilogie du mal, un gros pavé, au fait, hein, mais trois histoires super mal. Ça, faut que vous lisiez également. Hein, j'avais vraiment adoré la trilogie du mal, donc ça, je vous laisse découvrir. Il fait bien sombre là d'un seul coup, là, je sais pas, mais bon, peut-être allumer un petit peu la lumière. Bon, c'est pas grave, on va finir comme ça. Allez, le choix numéro 2, il s'agit de. Oh, j'ai peur, je pensais qu'il y a quelqu'un qui a tapé à la porte, j'ai dit décidément, je vais jamais finir cette vidéo. Mon choix numéro 2, Stephen King avec Carrie. Alors, c'est le tout premier Stephen King. Je l'ai relu, c'est top. C'était sorti en 1974. Là, c'est l'édition France Loisirs où ils sont tous avec des belles pochettes. Hein, je vous conseille cette édition-là. Alors, l'action, ça se passe dans le Maine, comme toujours chez Stephen King, pratiquement toujours. Hein, Carrie, c'est une fille de 16 ans. Elle est timide, elle est pas très jolie. Elle est moquée, humiliée. Elle est même, sa mère est une fanatique religieuse, donc il n'y a rien qui va pour elle. Hein, c'est à tel point que ses amis, en fait, lorsqu'elle a eu pour la première fois, forcément, comme toute première fois chez une fille, elle a ses règles, et donc elle perd du sang, elle a eu peur, elle pensait qu'elle allait mourir, donc forcément toutes ses copines se foutent d'elle, hein, et puis à tel point qu'elle veut non pas se venger, hein, mais ils vont très loin dans la punition, les filles se foutent d'elle, et il y en a une qui arrive à faire passer son petit copain, qui invite Carrie en fait au bal de fin d'année, hein, les fameux balles aux États-Unis, bal de fin d'année. Hein, il l'invite et en fait ils ont magouillé et finalement elle a gagné le prix de la reine alors qu'elle est, bon, elle est affreuse, donc tant pis. Elle est sur la scène, le gars vient. Il y a un seau de sang qui tombe sur elle, donc là tout le monde se fout d'elle et en fin de compte elle pète un câble. Comme elle a un pouvoir, c'est pas le Shining comme tout ça, mais elle a un pouvoir qui revient tellement dans son énervement et elle tue tout le monde, elle crame tout. Hein, toute la ville brûle à feu et à sang à cause d'elle. Voilà, Carrie, c'est un super bouquin. Alors je savais pas, mais il a écrit ce bouquin-là quand il était, au tout départ, il était alcoolique. Hein, Stephen King était un alcoolique. Il a écrit ça d'une traite, il n'y a aucun chapitre. Franchement, c'est top. Il avait jeté ça à la poubelle, sa femme, elle l'avait retiré en disant maintenant, je pense que ça peut le faire. Et effectivement, ça le fait, c'est grave. Le film, ça me donne envie de revoir également le film. Je l'ai vu, hein, mais il y a très longtemps. En tout cas, le livre, c'est super bien écrit. Lisez du Stephen King, s'il vous plaît. C'est vraiment génial. Tous les Stephen King. D'ailleurs, je suis en train d'entamer un autre et je vous en parlerai pour le mois de janvier. Voilà. Et enfin, je vais finir avec quelqu'un que j'apprécie aussi énormément. J'étais pas prédisposé à parler de lui, en tout cas maintenant, parce qu'il me manque encore beaucoup de ses bouquins. Il s'agit de Gilles Caillot. Alors Gilles, je sais que je t'avais dit que j'allais parler incessamment sous peu de tes livres. Alors, il t'a fallu avoir 40 ou 45 minutes pour qu'enfin je parle de tes bouquins. Alors, je parle pourquoi de tes bouquins? Je vais parler de tous tes bouquins, en fait, d'une quadrilogie qui sort, le cycle du mal. Le cycle du mal, alors il y a Les Anges, alors que je les prenne dans l'ordre quand même, parce que sinon ça va pas le faire. Hein, L'Ange du mal. L'Ange du Mal en 2007, c'était sorti. Donc c'est une série de meurtres atroces qui ont lieu à Lyon. Hein, donc l'enquête est confiée à Massimo Zanetti qu'on va suivre sur la quadrilogie, pardon. Hein, c'est un capitaine de police à la criminelle de Lyon. Donc c'est une enquête complexe. Comment dire, c'est bourré d'énigmes et d'étranges indices, c'est du satanisme, de la magie noire, des tortures sexuelles et mentales. Enfin bref, c'est une traque qui va vraiment mener le policier aux portes de la folie. Hein, c'est génial. Hein, il est accompagné Massimo Zanetti est accompagné de Julie Martin, l'institut médico-légal, dont il est toujours amoureux. Donc l'histoire, elle va nous emmener dans les catacombes de la cité lyonnaise. C'est un super bouquin. Donc ça, c'était L'Ange du Mal. La suite, Réminiscence, c'était sorti en 2008.
Donc là, c'est un homme qui est enlevé à Paris, il y a des corps décapités, démembrés. Oui, je sais, Gilles Caillot, c'est un esprit vraiment glauque, noir, tout ça, mais j'adore ça, donc c'est top. L'homme, donc oui, donc enlevé à Paris. Alors ça va raviver un douloureux souvenir pour Massimo Zanetti, qui va repartir sur cette piste morbide. Ça part de l'Ardèche jusque toujours dans la région lyonnaise également. Il est accompagné cette fois de Lucie Armand et de Richard Toulalan, et une véritable course contre la mort. Et une seule idée en tête, c'était de sauver son frère, là cette fois-ci, pour Massimo Zanetti. Entre-temps, vous avez, alors il y a la quadrilogie, j'ai parlé, mais il y a un 5e bouquin qui sort entre deux qui s'appelle Ligne de sang. Alors ça, franchement, c'est génial aussi. Alors je sais pas si j'en ai parlé, j'ai un petit bouquin, Ligne de sang, j'en parlerai après, parce que je l'avais mis après, mais en fait, ça peut se lire à ce moment-là, parce qu'après, il y a des personnages qu'on retrouve dans la suite ici. Le numéro 3, donc, de cette quadrilogie, Immondanité, sorti en 2012. Alors là, il y a une forêt complète de corps pétrifiés. On attend le retour du boucher parce que l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Parmi les corps, il y a un squelette d'une fillette de 10 ans, donc c'est vraiment affreux. Ça nous parle de cannibalisme. Toujours Maximo Zanetti, cette fois-ci t'as Canis et Chabrol. C'est deux flics, alors là, deux flics que tout sépare, ils n'ont rien à voir en commun, mais ils vont devoir mener l'enquête ensemble. Ça parle de prostitution, sadomasochisme, d'étranges personnages. Enfin, franchement, c'est une vraie descente encore aux enfers dans l'horreur de chez l'être humain, et ce depuis la nuit des temps. Franchement, ça c'est top également. Immondanité, de toute façon, cette quadrilogie est vraiment géniale. Et enfin, Les ailes arrachées des anges. Donc là, c'était sorti en 2014. Donc là, c'est un ex-footballeur, je lis en même temps, un ex-footballeur qui est retrouvé pendu avec ses propres intestins, super. Donc là, on retrouve Emeric. Alors je sais plus, c'est de la Garche, donc c'est un lieutenant de police également. Donc lui, il est meurtri par la vie, il est à la charge de l'enquête, et lui, il va faire appel également à Massimo Zanetti, qui lui revient de convalescence, parce que évidemment, dans l'épisode précédent, il y avait morflé. Donc ils recherchent bien sûr ensemble la vérité. Donc là, ça parle de réseau de pédophilie, des crimes abominables, donc une enquête qui va les renvoyer ensemble dans un passé vraiment douloureux. Et l'enfer, il n'est pas si loin, finalement, l'enfer n'est pas si loin. Et donc je reviens sur Ligne de sang. Donc je vous disais que ça pouvait se lire en 3e position. Alors c'est Richard Grandjean, donc lui c'est un écrivain à la dérive, donc il décide de s'isoler un peu dans une cabane retiré de tout pour écrire à nouveau un bouquin, mais vraiment gore, sanglant. Et puis via les réseaux sociaux, en fait, il reçoit des messages bizarres, en fait, quelqu'un qui le surveille, il semblerait qu'il le surveille. Et là, on est parti avec une histoire aussi de meurtre, et de disparition. Et d'ailleurs, je pense que en fait, il y a un enlèvement de mémoire, un enlèvement de Camille, qui est en fait une flic. Elle est enlevée et ses collègues essaient de la retrouver, et bien sûr se retrouvent avec ce fameux mystérieux personnage qui envoie des messages, et lui sert une meurtre, et en fait ils doivent... En fait c'est une histoire de fou, vraiment une histoire de fou, parce que vous tombez sur le cul. Quand vous arrivez à la fin, vous tombez sur le cul. Ça, c'est génial aussi, Ligne de sang. Alors je sais pas si ça va être édité, Ligne de sang, mais je sais que la quadrilogie, c'est pour ça que je tenais à en parler maintenant, la quadrilogie que j'ai la chance d'avoir, va être rééditée courant mars, je crois, pour les 2 premiers, et ensuite un peu plus tard, mais avec le Covid, on ne sait jamais. D'ailleurs, j'avais eu sur internet Gilles Caillot, parce que vous pouvez le contacter directement sur Facebook, en tout cas, il répondra à vos messages, et moi j'essaierai d'avoir ses autres bouquins. Et j'avais également une personne qui s'appelle Marc-Olivier Rinchard. Alors je ne sais pas s'il s'occupe de la librairie Noire, mais en tout cas il me signalait que la librairie Noire propose les livres en vente de Gilles Caillot. Allez-y, Gilles Caillot, c'est super top. Voilà, j'ai fait un peu la promotion de ce que j'ai aimé sur ce mois de janvier. J'ai été super long. Ça va être une vidéo qui va être super lourde à mettre en ligne, mais je m'en fous. J'avais envie de parler de tout ça pour ce mois de décembre. Vous comprenez pourquoi ça a tardé aussi. Voilà, alors en janvier, on va retrouver ma vidéo qui concerne mon projet Netflix de Records Mania. Donc là, je vous promets, j'avais promis au mois de décembre, mais j'ai pas eu assez d'éléments pour pouvoir faire cette vidéo. Donc là, je vous promets, il y aura une vidéo au mois de janvier, et peut-être 2, je ne sais pas, mais au moins sûr, il y aura une vidéo Records Mania pour voir un peu l'avancée des projets, et puis pouvoir également à revenir vers vous pour pouvoir avoir un maximum d'infos en retour, pour pouvoir alimenter toujours ce fameux reportage que je souhaite mettre en place dans 2 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été super long, j'espère que vous n'avez pas tenu
comme d'habitude, de plus de 3 minutes. Dans ces cas-là, vous avez tout raté, mais c'est tant pis pour vous, hein. Si vous avez réussi à tenir et prenez un peu de votre temps, regardez mes vidéos, likez, partagez, inscrivez-vous, abonnez-vous sur YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!